Il est presque 11 heures. Il est 11 heures. Ce que je vous propose, c'est de démarrer ce webinaire. Donc déjà, bienvenue à tous. Merci de participer à ce nouveau webinaire. Chez Otari, on a la volonté d'accompagner nos clients, mais pas que nos clients aussi, de leur faire découvrir des thématiques phares, et on avait déjà enclenché ça sur l'année dernière. Alors, ça va pas être très très poli parce que c'est pas forcément l'enjeu du jour, mais je vais rapidement me présenter et présenter Otari en 2-3 minutes, et après je laisserai la parole à notre intervenant, notre expert du jour. Donc moi je suis Stéphane Mialon, donc je suis le directeur marketing d'Otari. Otari, c'est une société qui a été fondée il y a 3 ans maintenant. Elle a été fondée par Sébastien Henrault et Thibaut Touchant notamment, qui sont respectivement présidents et directeur commercial, donc les vraiment 2 cofondateurs d'Otari. Otari, c'est vraiment une solution qui s'adresse à des vendeurs d'immobilier neuf. On est vraiment très focus sur le métier de l'immobilier neuf. Ce que je vous propose, c'est rapidement de vous partager en fait l'écran du site internet, parce que effectivement, on a effectivement des clients parmi nous aujourd'hui qui nous connaissent déjà, mais on a aussi potentiellement des gens qui ne nous connaissent pas encore. Donc rapidement vous présenter qu'est-ce que c'est Otari. Je ne sais pas si Fabrice, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran, le partage d'écran. On le voit. On le voit, c'est très bien, c'est parfait, merci. Donc voilà, vous êtes sur la page de notre site internet, donc otari.com. Pourquoi Otari? J'ai l'habitude de dire pourquoi pas. C'est vrai que c'est un nom qui sort un petit peu du lot dans le domaine de l'immobilier. Donc on est vraiment une solution, on s'adresse vraiment à des vendeurs, encore une fois, des vendeurs d'immobilier neuf. Et vraiment l'ambition, la volonté d'Otari, c'est vraiment de leur simplifier le quotidien. Comment on leur simplifie le quotidien? Alors on l'a vraiment expliqué sous cette forme-là. Aujourd'hui, c'est quoi Otari? C'est déjà d'une part un logiciel en fait de vente d'immobilier neuf. On n'est pas du tout un réseau, on n'est pas positionné comme un réseau. On est vraiment, alors on parle de logiciel, de plateforme. On peut synthétiser ça pour parler d'Otari. Donc, qu'est-ce qu'on intègre dans notre logiciel d'immobilier neuf? Tout un panel d'outils. Donc, qui passe par un portail immobilier, donc là où vous allez retrouver des programmes et des lots immobiliers donc, dans le domaine du neuf, des outils de CRM, des simulateurs financiers, des outils de gestion de propositions commerciales, des outils d'évaluation d'emplacement, des outils d'analyse de prix pour évaluer la dynamique de marché, comparer des prix entre l'ancien et le neuf, etc. Donc tout un panel d'outils qui vont vraiment vous simplifier la vente d'immobilier neuf. Otari, c'est aussi, et on retrouve ça dans le logiciel, c'est un stock aujourd'hui où on rassemble 25 000 lots, entre 25 et 26 000 lots aujourd'hui pour être exact dans la plateforme, puisque c'est un stock en fait qui est à jour, qui est quotidiennement mis à jour en fait. On a 80% du stock à peu près qui est mis à jour toutes les 2 heures. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a vraiment un stock sur lequel en fait on peut assurer une disponibilité en temps réel au sein de la plateforme. Donc, on travaille effectivement avec aujourd'hui plus de 120 promoteurs partenaires. Otari, c'est pas qu'un logiciel en fait. Otari, c'est aussi une société de service, notamment par le fait qu'on a aujourd'hui un back-office qui est disponible 7 jours sur 7, de 6h à 21h. Donc même le week-end, vous avez besoin de gérer des options, des résas, vous avez besoin de documents, de rentrer en contact avec, vous avez besoin d'informations sur un programme, sur un lot, vous avez des questions techniques, on est disponible 7 jours sur 7. Donc ça, c'est un point hyper important. Dans cette partie service, on intègre aussi beaucoup de choses, notamment le fait qu'on a la possibilité de déléguer notre carte T. Donc en fait, la carte qui permet d'effectuer des transactions dans l'immobilier. Donc on délègue notre carte T. Et on a aussi ce qui nous concerne, et Fabrice en parlera aussi un petit peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, on a développé en fait l'année passée, pour être exact, l'Académie du Neuf, qui est une académie de formation qualifiante dans le domaine de l'immobilier neuf. Donc on dispense des formations qualifiantes, certifiantes, et Fabrice fait partie de nos intervenants, de nos experts. Donc après il l'expliquera mieux que moi. En tout cas, voilà, ça fait partie aussi des services qu'on apporte à nos clients.
J'ai oublié de préciser que dans le stock promoteur, en fait, on a tout type de programmes et de lots, de tout dispositif, en fait. On fait autant de la résidence principale que des dispositifs d'investissement locatif, du Malraux, du Pinel, du LMNP, d'où la séance d'aujourd'hui. Donc ouais, c'est important de se dire aussi qu'on a un certain nombre, un grand nombre il y en a un petit peu pour tout le monde en termes de dispositifs. Dernière chose avant de laisser la parole à Fabrice, on a un modèle d'abonnement en fait. Aujourd'hui, on n'a pas d'engagement à rejoindre notre année. On fonctionne sur un système de loyer. Donc aujourd'hui, vous avez un abonnement, vous n'avez pas d'engagement d'exclusivité ni d'engagement sur la durée. Vous pouvez vous abonner sur une période plus ou moins courte. C'est pas l'objectif parce que voilà. En tout cas, aujourd'hui, on a cette possibilité-là. On n'a vraiment pas d'engagement annuel, on ne fonctionne pas sur cette base-là. Et dernière chose sur cette partie modèle économique, on rétrocède 100% de la commission promoteur. Aujourd'hui, on ne prend pas de partie de cette commission-là, donc on rétrocède 100% de cette commission reversée par le promoteur. Voilà, rapidement, aujourd'hui, on accompagne plus de 850 commercialisateurs actifs dans le domaine de l'immobilier neuf. Donc, voilà, l'idée, c'était de vous présenter rapidement ce qu'on fait chez Otari. Ce que je vous propose, c'est vraiment de laisser la main maintenant à Fabrice, qui va se présenter. Moi, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais te laisser la main, du coup, Fabrice, pour que tu puisses partager, te présenter, et puis nous présenter la thématique d'aujourd'hui. Alors, Stéphane, est-ce que tu me confirmes que tu vois mon écran? Je confirme qu'on voit bien ton écran. Je rappelle simplement qu'on a un module chat sur la droite. L'idée, c'est vraiment de laisser Fabrice dérouler la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le module de chat à droite. On y répondra en fin de webinaire. On reprendra toutes les questions, on les posera en live à Fabrice pour qu'il puisse y apporter des explications. Je te laisse la main, Fabrice. Ok, je te remercie, Stéphane. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le statut de loueur en meublé non professionnel, non pas dans le domaine technique, mais plutôt sur le plan commercial. Voilà. Donc, si vous avez des questions d'ordre technique, vous pourrez les poser en fin de module. Ce sera beaucoup plus simple pour que ce soit beaucoup plus fluide. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la résultante de 25 années de commercialisation de produits gérés avec mes différentes équipes, parce que j'ai été directeur régional chez Pierre Vacances, j'ai été directeur général chez Nexity, j'ai eu ma propre société où on faisait environ 700 ventes par an, on était une petite équipe d'une quinzaine de personnes, et 70% de ces ventes étaient des ventes que l'on faisait en meublé. C'est pour ça que j'avais passé des accords avec les groupes bancaires mutualistes pour aller en appui commercial sur ce vente de type de produits dans des crédits agricoles, des caisses d'épargne, des banques populaires et avec AFEDIM, qui est la structure immobilière sur le plan national du Crédit Mut CIC. Voilà, ça c'est pour la légitimité de mon intervention d'aujourd'hui. Donc en fait, on va aborder le sujet du LMNP, mais sur le plan commercial. Pourquoi? Parce que la difficulté de ce dispositif, c'est de l'expliquer simplement sur un statut qui est un petit peu complexe, puisqu'il fait appel à des règles de comptabilité. Donc l'idée, c'est de le mettre au niveau des gens que vous rencontrez. Pour ça, il va falloir leur parler comme s'ils avaient 5 ans. Si vous complexifiez votre discours commercial, pour eux, il y a des choses qu'ils ne vont pas comprendre. S'il y a des zones d'ombre, leur première réaction, ça sera la peur, et ils ne vont pas vous suivre. Donc, il va falloir parler simplement d'un sujet un tout petit peu complexe et le banaliser au maximum. Voilà. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, si ça marche. Alors. Excusez-moi. C'est bon, Stéphane? Tu vois le mot sommaire arriver? On voit bien le mot sommaire qui est arrivé, pas de souci. Ok, super. Alors, première chose, on va voir déjà à quoi répond le statut de loueur en meublé non professionnel. À quels objectifs clients? L'idée, en fait, pour vous, c'est de vous créer des automatismes. C'est-à-dire que vous faites une découverte avec vos prospects ou vos clients. Si vous entendez certains objectifs
qui sort de la bouche de vos clients, tout de suite, vous devez penser LMNP. Voilà, il faut vous créer un cadre de référence, première chose. On va voir le profil client pour le LMNP avec amortissement et le LMNP sans ciboulard. Vous avez vu que la loi de finances pour l'année 2022 a prolongé le dispositif sans ciboulard jusqu'au 31 décembre 2022, c'est-à-dire que quelqu'un qui signe chez le notaire avant le 31 décembre 2022 pourra opter pour le dispositif sans ciboulard. Le LMNP avec amortissement, on génère un complément de revenu non fiscalisé pendant une trentaine d'années. Le LMNP sans ciboulard, on va avoir droit à de la réduction d'impôt pendant 9 ans. C'est l'un ou l'autre. Si j'opte pour le sans ciboulard et j'ai droit à 9 ans de réduction d'impôt, je ne pourrai pas passer sur du LMNP avec amortissement après. On verra les points forts du dispositif. C'est ça qu'il va falloir valoriser. D'accord ? Il y a des points forts de ce dispositif et il va falloir mettre l'accent dessus lorsque vous allez proposer vos dispositifs fiscaux. On va voir comment valoriser ces points forts. Je vous ai écrit le discours commercial à tenir pour présenter le LMNP simplement. Donc, je vous l'ai écrit, je ferai passer le module d'aujourd'hui à Otari, qui vous le fera suivre, pour ceux qui en font la demande. Malheureusement, je n'ai pas de plan B là. C'est que si vous n'êtes pas en zone de confort sur ce sujet-là commercialement, la seule règle qui existe, c'est effectivement de l'apprendre par cœur. Le commerce, ça s'apprend par cœur. Contrairement à ce qu'on croit, si on veut être en zone de confort sur le plan commercial, il y a des choses qu'il faut apprendre par cœur, comme le questionnement pendant votre découverte prospect, et que lorsqu'on présente un dispositif défiscalisant, tous les arguments de ce dispositif, il faut l'apprendre par cœur. Il faut que ça soit fluide. Donc, je vous expliquerai comment présenter l'offre produit en LMNP. Et après, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Voilà. Alors, déjà au niveau des objectifs clients, l'idée de proposer du LMNP, ça peut être bien sûr de se créer du patrimoine par le levier de la réduction d'impôt si on est en sans ciboulard. Une fois encore, c'est l'un ou l'autre. Soit je génère de la réduction d'impôt par le sans ciboulard, soit je vais opter pour le LMNP avec amortissement pour générer un complément de revenu non fiscalisé sur une longue période. Pour diversifier mon patrimoine global, on sait tous que dans un patrimoine global, il faut avoir effectivement des avoirs financiers et il faut aussi avoir de l'immobilier. C'est important. Et au sein d'un patrimoine immobilier, ça peut avoir du sens d'avoir du produit immobilier en géré. Pour se créer un complément de revenu non fiscalisé, soit pendant la vie active ou surtout après pour la retraite. À un moment où je vais avoir une baisse de revenus, parce qu'à la retraite, selon votre statut social, vous allez perdre entre 25% de vos revenus et 60% de vos revenus du jour au lendemain. Ça peut être une bonne idée d'avoir un complément de revenu non fiscalisé à un moment où, effectivement, vous aurez moins de revenus. Pour optimiser la transmission du patrimoine. Alors, ce n'est pas parce qu'on fait du LMNP qu'on va réduire les frais de donation ou les frais de mutation. Par contre, le fait d'acquérir de l'immobilier en LMNP va permettre à des parents de transmettre un bien immobilier en pleine propriété à un des enfants, par exemple, ou à leurs enfants. Et étant donné qu'il y aura une transmission à titre gratuit de ce patrimoine immobilier et un changement de propriétaire sur le plan juridique, cet enfant qui va bénéficier de cette donation pourra réamortir au premier euro le bien immobilier et à son tour générer un complément de revenu non fiscalisé ou peu fiscalisé. Donc là, on va avoir un levier commercial par rapport à la transmission du patrimoine qu'on pourra utiliser. Pour éponger du bénéfice meublé, si par exemple vous avez des prospects ou des clients qui ont fait du sans ciboulard en 2009 et qui ont bénéficié d'une réduction d'impôt pendant 9 ans, c'est une certitude qu'ils sont en bénéfice meublé. Donc le fait de faire du LMNP avec amortissement va faire qu'on va mélanger en fait dans la même liasse fiscale, dans la même comptabilité les deux appartements et le déficit qui sera créé par les amortissements de la deuxième opération pourra éponger éventuellement le bénéfice meublé du sans ciboulard qui a été fait il y a une dizaine d'années. Donc vous pouvez penser aussi à cette articulation fiscale-là. Pour bénéficier d'un placement rentable et sécurisé, effectivement, on peut faire confiance en Otari pour valider les exploitants avec lesquels ils font travailler.
Très sincèrement, pour être dans l'immobilier depuis les années 95, je peux vous assurer que aujourd'hui, le marché du géré s'est énormément assaini. C'est que tous les petits acteurs ont globalement disparu. Aujourd'hui, il y a des gros faiseurs avec lesquels il faut travailler. Et aujourd'hui, les rentabilités qui sont données en géré sont des rentabilités qui sont cohérentes par rapport au business model des exploitants. Donc, on ne trouvera plus des rentabilités à 5,5-6%. Par contre, les rentabilités qui sont données aujourd'hui, autour de 4%, on sait qu'elles vont être pérennes. Pour répondre à un besoin de couverture sociale à terme, vous pouvez très bien avoir des clients qui ont dans l'objectif de réaliser leur entreprise dans 5, 10, 15 ans, peu importe. Et tout doucement, grâce au LMNP, on va leur mettre le pied à l'étrier de la location meublée. L'objectif étant, par exemple, de réaliser son entreprise ou son officine, si on est pharmacien, dans 5, 10 ou 15 ans. Et avec l'acquisition cumulée de plusieurs appartements, rentrer dans un statut de LMP, loueur en meublé professionnel, de façon à bénéficier d'une couverture sociale. Et surtout pour se créer du patrimoine sans souci de gestion. Il faut savoir que quand vous faites votre découverte prospect ou client et que vous tombez sur des gens qui ont du patrimoine immobilier qui louent nu, ils vont être dans le cadre des revenus fonciers. Si ces gens-là sont en bénéfice foncier et si en plus ils ont connu des problèmes de gestion locative, vous avez là les clients rêvés pour présenter le dispositif du loueur en meublé non professionnel. Donc pensez à ça. Investir dans l'immobilier sociétal. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure. Vous avez des gens aussi qui vont investir dans ce type d'immobilier parce que faire de la résidence étudiante, ça répond à un besoin sociétal. Entre l'offre qui est proposée aujourd'hui aux étudiants et la demande, il y a un gouffre. Ça va être pareil, par exemple, en résidence service senior. Donc là, il faut donner du sens aussi à votre proposition produit. Expliquez en quoi le produit que vous proposez aujourd'hui va répondre à un besoin sociétal. Pour information, aujourd'hui, vous avez 2 600 000 étudiants en France. Vous en avez 65% qui font leurs études en dehors du domicile parental, donc ils doivent être logés. Ça représente plus d'1 600 000 étudiants à loger tous les ans. Aujourd'hui, l'offre, elle est de 159 000 chambres de Crous, ça c'est l'offre en public. Elle est de 200 000 appartements en secteur privé. C'est des résidences étudiantes que l'on commercialise. Donc d'un côté, il y a 1 600 000 étudiants à loger, de l'autre côté, vous allez avoir une offre de 359 000 appartements. Donc tout ce qu'on peut proposer aujourd'hui en résidence étudiante répond à un besoin sociétal. Après, bien sûr, il faut évidemment que la résidence soit située dans un environnement propice. Ça répond à un besoin locatif. Donc il va y avoir des universités à proximité, par exemple. Il y a les transports en commun qui sont nécessaires. Donc, l'environnement sera bien sûr très important. Mais aujourd'hui, ça répond réellement à un besoin sociétal. Pour arbitrer de l'épargne sécurisée peu rentable, aujourd'hui, je vous garantis qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont décollecter sur des fonds en euros, sur de l'assurance vie, parce qu'ils estiment que la rentabilité aujourd'hui est inexistante, pour payer cash un investissement en LMNP afin d'avoir une rentabilité sécurisée et beaucoup plus importante. Voilà pour les objectifs. Alors, le profil client. Si on a un dispositif Sensi-Bouvard, je vous rappelle que vous allez, par exemple, faire acquérir à un de vos clients un produit en résidence étudiante ou un produit en résidence service senior, par exemple. Ces gens-là, en fait, vont avoir un statut de loueur en meublé non professionnel et vous allez avoir un cabinet comptable puisque vos clients vont mandater dans un kit comptable qui se trouve dans le contrat de réservation un cabinet comptable pour les représenter. Ce cabinet comptable va les faire accéder au statut de loueur en meublé non professionnel et c'est après qu'on va leur demander de choisir entre le dispositif Sensi-Bouvard pour de la réduction d'impôt ou le LMNP avec amortissement. Ça sera l'un ou l'autre, excepté, bien sûr, on peut faire une doublette. Vous pouvez très bien proposer un appartement Sensi-Bouvard pour la réduction d'impôt et en parallèle un appartement LMNP pour un complément de revenu non fiscalisé. C'est bien sûr tout à fait possible, s'ils ont l'effort d'épargne qui leur permettent de faire la doublette. Alors, en général, quand on fait du locatif, on est propriétaire de sa résidence principale. C'est toujours bien d'être propriétaire du toit sur lequel on dort. Cela dit, il peut bien sûr avoir des exceptions. Si vous rencontrez, par exemple, un proviseur d'un lycée qui a un logement de fonction, ou un gendarme, ou si vous rencontrez un Parisien qui habite un appartement avec un loyer plutôt raisonnable, et
sachant qu'il ne pourrait pas financer cet appartement qui vaut 600 000 €. Voilà. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, on est propriétaire de sa résidence principale quand on fait du locatif. Capacité d'épargne. C'est minimum 250 € par mois sur 20 années de crédit pour accéder au statut de Censi Bouvard. En dessus, vous n'aurez pas de produit. Alors, bien sûr, la capacité d'épargne, c'est la différence qu'il y a entre les rentrées d'argent et les sorties de trésorerie. Ce qui va rentrer dans votre poche, ça va être, bien sûr, les loyers et les réductions d'impôts. Ce qui va sortir de votre poche, ça va être le remboursement du crédit, la taxe foncière, des charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant et éventuellement de la pression fiscale sur les loyers. Les sorties de trésorerie sont plus importantes que les rentrées d'argent. Donc l'effort d'épargne, c'est la différence qu'il y a entre ces deux montants. C'est ce que chaque investisseur devra mettre dans l'opération pour faire tourner l'opération immobilière. Et le minimum pour du Censi Bouvard, c'est 250 € par mois sur 20 ans de crédit. Capacité d'endettement. Effectivement, quand on fait du Censi Bouvard, c'est un peu comme si on faisait du Pinel. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on ne peut pas amortir comptablement le bien immobilier, on va juste amortir le mobilier. Donc, ça veut dire que tout de suite, vous allez être en bénéfice meublé non professionnel sur du Censi Bouvard. Et ça va générer de la pression fiscale. Si en plus, vous n'avez pas les intérêts de crédit pour réduire un petit peu ce bénéfice meublé, vous allez être imposé plein pot. Et là, ça va perdre de son sens. Parce qu'on va générer de la réduction d'impôt d'un côté, et de l'autre côté, en fait, vos investisseurs vont rembourser les avantages fiscaux sur de la pression fiscale sur leur loyer. Donc, si on fait du Censi Bouvard, c'est incontournable de faire du crédit. Et pour ça, il faut une capacité d'endettement, sachant que les banquiers, aujourd'hui, ont mis un plafond à 35% d'endettement. Montant d'impôt sur le revenu, 1 000 € minimum. Là, en fait, sur du Censi Bouvard, on va toucher sur une clientèle potentielle à faible montant d'impôt et faible revenu. TMI faible à 11%. Alors, pourquoi 11%? C'est-à-dire que le même appartement, si vous faites une simulation sur 15 ou 20 ans, si votre client a une tranche marginale d'imposition la plus haute à 30%, à 30%, le LMNP avec amortissement coûtera moins cher en effort d'épargne que le Censi Bouvard. Donc, si vous avez un client qui a une tranche marginale d'imposition la plus haute, qui est à 11%, ça peut avoir du sens de lui proposer du Censi Bouvard. S'il est à 30%, le LMNP avec amortissement coûtera moins cher parce qu'on va annihiler la pression fiscale sur les loyers. Et là, les personnes qui font du Censi Bouvard, très clairement, ils ont la volonté de réduire leur imposition sur le revenu, qui est généralement relativement faible. Voilà. Pour vous, vous pouvez avoir un cadre de référence, c'est des gens qui veulent éventuellement faire du Pinel et qui payent moins de 3 000 € d'impôt sur le revenu. C'est quand même le minimum qu'il faut payer comme impôt pour pouvoir partir sur une opération Pinel. Des gens qui veulent faire absolument de la réduction d'impôt via l'immobilier, mais qui payent moins de 3 000 € d'impôt sur le revenu, ça peut avoir du sens d'aller sur ce dispositif-là. Alors, le LMNP avec amortissement. Donc là, toujours pareil pour la résidence principale. La capacité d'épargne, elle sera de 200 € par mois si on est sur une opération sur 20 ans. Capacité d'endettement, sachant que là, c'est moins vrai que le Censi Bouvard. C'est-à-dire que comme vous avez déjà les amortissements, qui sont un jeu d'écriture comptable, c'est une charge comptable qui ne coûte rien en trésorerie, mais qui va venir en déduction des loyers. Comme vous avez les AGA, les amortissements qui vont ramener ces loyers à zéro dans le compte d'exploitation de votre statut LMNP, c'est moins indispensable que le Censi Bouvard de faire du crédit, grâce à ces fameux amortissements. D'accord? TMI indifférente. Là, effectivement, pour proposer du LMNP, on va générer un complément de revenu non fiscalisé. Donc, la TMI est indifférente. Cela dit, d'un point de vue commercial, plus la tranche marginale d'imposition de vos prospects ou de vos clients est haute, plus le levier commercial sera important parce qu'on va leur calculer le gain fiscal et social qu'ils auront sur leur loyer. Donc, quelqu'un qui a effectivement 5 000 € de bénéfices meublés, qui impose à 30% avec 17,2 de CGRDS, soit 47,2% de pression fiscale et sociale, aura un gain fiscal et social de près de la moitié sur ce bénéfice meublé. Là, c'est juste
D'un point de vue commercial, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas indispensable, bien sûr, d'avoir déjà du patrimoine immobilier loué nu pour pouvoir faire du LMNP. Cela dit, d'un point de vue commercial, ça va vous aider. Parce que lors de la découverte prospect, quand vous allez sur la pression fiscale de leurs bénéfices fonciers, éventuellement, comme c'est 8 fois sur 10 le cas, ils ont déjà connu des problèmes locatifs sur de la location nue dans le cadre des revenus fonciers, la prise de conscience sera plus facile sur tous les avantages de la location meublée non professionnelle si vous tombez sur des clients qui ont déjà des revenus fonciers en bénéfice. Voilà. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser commercialement. Alors, comment qualifier un rendez-vous immobilier pour du neuf? Donc, en LMNP, première chose, il faut savoir déjà détecter un client potentiel. Là, je dois être cohérent. Si vous avez, par exemple, des prospects qui vous disent qu'ils veulent investir dans l'immobilier pour se générer un complément de revenu pour la retraite et que ces gens-là ont 55 ans, très clairement, on va manquer de temps. Parce que s'ils doivent s'endetter sur 15 et 20 ans et que la finalité du crédit se termine quand ils ont 72 ans, par exemple, c'est sûr qu'on est loin de l'objectif de leur générer un complément de revenu pour la retraite s'ils partent en retraite à 62 ans. Donc, il faut effectivement qu'il y ait une logique dans votre stratégie patrimoniale et fiscale. Donc là, il doit être cohérent. Il faut de la capacité d'épargne. On a vu qu'acheter de l'immobilier neuf, ça coûte de l'argent. Sinon, on en aurait tous quelques-uns. Il faut globalement pouvoir s'endetter, sachant que je vous rappelle qu'en LMNP et qu'amortissement, c'est moins vrai. Et il faut des objectifs adéquats. Il faut que lorsque vous allez présenter le dispositif de LMNP, je vous ferai la démonstration tout à l'heure, il faut expliquer en quoi votre solution fiscale et immobilière va répondre à ces objectifs et mettre tout ça en cohérence. Il faut donner du sens à votre dispositif fiscal. Il va falloir savoir transformer des motivations ou objectifs clients en besoins. Les gens que vous rencontrez, quand vous attaquez votre découverte, ils sont là parce qu'ils ont des motivations. Ils veulent transmettre du patrimoine immobilier, ils veulent réduire leur imposition, ils veulent créer un complément de revenu retraite, ils veulent diversifier leur patrimoine. Mais par contre, il va falloir pour vous, lors de la découverte, transformer ces motivations, ces objectifs en besoins. La différence, c'est la notion de nécessité. Personnellement, je ne vais pas m'endetter pendant 20 ans pour répondre à des motivations. Je vais m'endetter pendant 20 ans pour répondre à des besoins. C'est la notion de nécessité qui fait la différence. Et vous, votre travail de conseiller immobilier, c'est de transformer des motivations qu'ils ont en début de découverte en besoins en fin de découverte. Et après, apporter la solution à ces besoins. Quand vous créez des besoins, on doit obligatoirement rentrer dans une opération. Pas forcément pour des motivations. Donc, pensez à ça. Si vous avez quelqu'un qui vous dit, voilà, vous avez des prospects qui vous disent, nous, on veut investir dans l'immobilier pour préparer notre retraite, c'est inutile de leur dire qu'ils ont raison parce que la retraite, ça va être compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui ne le sait pas. Ce qu'il va falloir leur expliquer, et là, il faut maîtriser un minimum les régimes sociaux, c'est qu'aujourd'hui, ils gagnent 4 000 € par mois et que du jour au lendemain, ils vont passer à 2002. Et que s'ils ne font rien, leur train de vie, il va baisser sensiblement. Et que la chance qu'ils ont aujourd'hui, c'est de vous rencontrer et que vous allez apporter des solutions pour qu'ils puissent vivre décemment et qu'ils profitent des 20 dernières belles années qu'ils vont avoir. C'est ça, transformer des motivations en besoins. Savoir mettre en cohérence des objectifs clients et une réponse immobilière. Vous devez donner du sens à votre proposition fiscale et immobilière. Il faut expliquer en quoi l'immobilier que vous proposez et le dispositif fiscal répond à ces besoins clients. Sinon, eux, les passerelles, ils ne les ont pas. Ils ne trouveront pas la cohérence. C'est à vous d'apporter effectivement ces passerelles et de leur expliquer que vous répondez parfaitement aux besoins que vous avez créés avec eux. Et surtout, il faut simplifier son discours commercial. Il faut leur parler comme s'ils avaient 5 ans. Dites-vous bien qu'ils ne maîtrisent pas 10% des connaissances que vous avez. Si vous complexifiez votre discours commercial, vous allez les perdre. Et si vous les perdez, ils ne vous suivent pas. Donc, il va falloir qu'ils comprennent exactement tout ce que vous leur expliquez. Et c'est en ça que le LMNP est compliqué. Parce que c'est quand même un statut un peu particulier et qu'il va falloir expliquer simplement
quelque chose qui est un peu complexe parce que des amortissements comptables sur un bien immobilier, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre effectivement ce que c'est. Et c'est en ça que le LMNP est compliqué. C'est pour ça qu'il va falloir se mettre au niveau des gens que vous rencontrez et être caméléon. Caméléon parce que c'est notre travail de commercial de se mettre au niveau des gens. Si vous rencontrez un expert comptable commissaire aux comptes, vous lui expliquez qu'il va pouvoir amortir comptablement son bien immobilier parce que ce bien immobilier, on va l'inscrire dans l'actif d'un bilan simplifié 2033A et qui va amortir ce bien immobilier pendant 30 ans à hauteur de 85% de sa valeur, parce qu'on va enlever l'incidence foncière et qu'on va appliquer un taux d'amortissement de 3,33, l'expert comptable, il va vous suivre. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui n'a aucune notion de comptabilité, il faudra juste lui expliquer que pendant 30 ans, il va générer des revenus sur lesquels il ne paiera pas d'impôt. Et il va falloir s'arrêter là. Vous devez être caméléon dans votre travail de conseiller immobilier. Il va falloir s'adapter et adapter son discours. Alors, la première mission d'un conseiller, ça va être bien sûr de se soucier des besoins de son client. C'est-à-dire que quand on fait une découverte prospect, je vous donnerai le fil conducteur de la découverte, une fois que vous avez fait votre découverte, dans votre esprit, dans votre tête, vous devez faire le choix mental du dispositif fiscal qui répond à ces besoins. Donc, on fait le choix mental du dispositif qui répond à des besoins, qui va respecter l'effort d'épargne que vos prospects veulent bien mettre sur la table pour faire cette opération immobilière, et vous devrez en plus avoir des leviers commerciaux à l'esprit pour valoriser votre dispositif. J'y viendrai après. Donc, c'est assez compliqué de faire notre travail. Il ne faut pas croire que c'est simple, sinon tout le monde le ferait. Parce que ça veut dire que vous, au niveau de la découverte prospect, vous devez être en zone de confort et maîtriser votre questionnement par cœur. Parce que si vous voulez être en capacité de faire ce choix mental sur le bon dispositif qui répond aux besoins clients, qui respecte l'effort d'épargne et utiliser les leviers commerciaux que vous avez pu collecter pendant la découverte client ou prospect, il faut se débarrasser du questionnement de votre découverte. La meilleure façon de s'en débarrasser, c'est de le maîtriser par cœur, comme si c'était une récitation. Donc, ce questionnement, cette découverte, elle va être basée sur le passé patrimonial de vos prospects ou clients. Il faut connaître son cadre de référence. Le cadre de référence, ce n'est pas lui demander comment il envisage son produit immobilier, parce que là, il va vous sortir le mouton à 5 pattes et vous n'aurez pas la réponse immobilière. Donc, ne posez jamais cette question. C'est une façon de se tirer une balle dans le pied. Mais il faut voir ce qu'il a déjà réalisé et quelles sont ses expériences immobilières. C'est dans le passé patrimonial de vos prospects ou clients que vous allez y trouver toutes les clés pour faire une vente demain. Il faut connaître ses satisfactions. Il va falloir le valoriser. Et s'il s'est trompé, ne lui dites pas, parce que si vous dites qu'il s'est trompé, il n'aura plus confiance ni au marché de l'immobilier, ni aux promoteurs, ni aux conseillers immobiliers dont vous faites partie. Donc, il faut valoriser les gens sur ce qu'ils ont fait. Et souvent, si les gens sont fiers de ce qu'ils ont fait, s'ils en sont satisfaits, ils auront effectivement sur une articulation produit qui ira dans le même sens. Cas concret, vous avez quelqu'un qui a fait un dispositif CELI en 2009. Le dispositif lui a généré une réduction d'impôt cohérente avec une gestion locative qui s'est très très bien passée. Il est très content de ce qu'il a fait. Il est en zone de confort. Il y a de grandes chances qu'il a sur un dispositif Pinel pour les mêmes raisons. Si maintenant il y a eu des problèmes, souvent en termes de gestion locative, là, ça peut donner du sens à une proposition à LMNP parce que cette personne voudra peut-être et certainement se débarrasser de la gestion locative. Ce que le bail commercial va vous apporter dans le cadre d'un statut de loueur en meublé non professionnel en immobilier géré. D'accord ? Les améliorations qu'il envisage afin de préparer le futur. Et les moyens financiers qu'il souhaite y consacrer pour y répondre. Les moyens financiers, c'est un sujet qu'on va aborder en fin de découverte. Si vous l'abordez au début, vous allez prendre une posture de vendeur d'immobilier. Si vous voulez prendre une posture de conseiller immobilier, il faut tout ce qui concerne les questions alimentaires, il faut les garder pour la fin de votre découverte. Les moyens financiers, bien sûr, c'est le nerf de la guerre.
C'est-à-dire que si vous tombez sur des gens qui veulent investir mais qui ne veulent pas mettre d'argent sur la table, vous n'aurez pas de solution. Et selon les moyens qu'ils veulent mettre, pas qu'ils peuvent mettre, hein, vous pouvez tomber sur des gens qui sont en capacité d'épargner 1 500 € par mois et qui veulent vous donner que 250 € par mois. Hein. Donc la question qu'il faudra leur poser, c'est quel est le montant d'effort d'épargne qu'ils veulent mettre pour investir dans l'immobilier. Et là, il faut qu'il y ait une cohérence par rapport à votre offre produit. Si quelqu'un vous dit, moi, je veux faire une opération immobilière, j'ai que 100 € par mois à mettre sur la table, il faut tout de suite leur dire que ce n'est pas possible. Hein, parce que si vous ne leur dites pas non, ils vont penser que c'est oui et que vous avez une solution immobilière. Donc, il faut aussi savoir s'opposer quand on fait du commerce. Avec le sourire, bien sûr, avec toute la bienveillance dont vous êtes capable. Alors, les points forts d'une offre en LMNP, c'est ça qu'il va falloir valoriser. Une fiscalité attractive. Comme vous le savez, quand on fait de l'immobilier géré, on va pouvoir récupérer la TVA. Je vous rappelle qu'elle est totalement acquise au bout de 20 ans. Donc, on va être quand même sur un investissement long terme quand on est sur de l'immobilier géré avec amortissement. En plus du gain de la TVA, on va avoir une réduction d'impôt si on est en Censi-Bouvard ou alors des revenus locatifs défiscalisés si on est en LMNP avec amortissement. C'est l'un ou l'autre. Une fois encore, si on rentre dans une réduction d'impôt grâce au dispositif Censi-Bouvard, on ne peut pas après glisser sur le LMNP avec amortissement. Hein. On ne pourra juste, dans le dispositif Censi-Bouvard, amortir comptablement que le mobilier. Et c'est tout. Deuxième point fort, une rentabilité garantie pendant une longue période. Donc, vous savez que dans le cadre d'un bail commercial, les gestionnaires, les exploitants, aujourd'hui, vont garantir une rentabilité dans un bail qui va être minimum de 9 ans, qui peut aller jusqu'à 11 ans et 11 mois, voire plus. Ça dépend avec qui vous travaillez. Alors, la rentabilité brute, aujourd'hui, vous allez avoir entre 3,60 sur du neuf et 4,2%. Et là-dessus, on va enlever environ 0,8% qui vont vous permettre de financer les charges. Donc, ça veut dire que 3,60 vous sera 2,80 net de tout, net de charges et net d'impôts. Et au mieux, vous serez à 3,40 net de charges, net d'impôts, ce qui est plutôt bien quand c'est sécurisé. Hein. Rentabilité attractive avec maintien du pouvoir d'achat, parce que vous savez que dans le domaine de l'immobilier et dans le bail commercial, on va appliquer un indice IRL qui permet, en tous les cas, c'est le cas au jour d'aujourd'hui, que vos loyers suivent l'inflation dans le cadre du bail commercial. Aujourd'hui, selon les baux commerciaux, vous pouvez avoir des plafonds. Comme l'inflation est repartie à la hausse, en tous les cas pour cette année, on va voir ce qui va se passer. Absence de souci de gestion, ça vous avez un point fort qui est exceptionnel. C'est-à-dire que, surtout pour les gens qui ont déjà fait de l'immobilier, si vous avez des prospects ou des clients qui ont déjà fait de l'immobilier, il faut absolument leur poser des questions sur la gestion locative de leur patrimoine immobilier existant. Qui s'en occupe? Si c'est eux, est-ce que c'est énergivore en termes de temps? Si ce n'est pas eux, combien leur coûte leur parc locatif? Est-ce qu'ils sont satisfaits effectivement de la structure avec laquelle ils travaillent? Comment ils envisagent les choses pour un nouvel investissement immobilier? Il faut travailler sur cette thématique qui est très importante pour valoriser le dispositif LMNP. Une transmission du patrimoine bonifié aux héritiers, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, du moment les parents vont faire une donation de ce bien immobilier meublé en pleine propriété à un enfant, le nouveau propriétaire qui est cet héritier va pouvoir réamortir au premier euro le bien immobilier sur la valeur de donation. Donc, c'est ce que j'appelle une transmission bonifiée. Des actifs immobiliers qui répondent à des besoins sociétaux. Donc, si vous voulez les chiffres, je crois que je vous les ai écrits un peu plus tard, mais donc, si vous faites de la résidence étudiante, aujourd'hui, il va falloir valoriser le produit immobilier que vous proposez. Donc, il faudra montrer qu'il y a une incohérence entre l'offre et la demande et que votre produit immobilier répond à un besoin sociétal. Si vous faites cet effort, vous allez anticiper toutes les objections que vous pouvez avoir sur le fait que la résidence ait un taux de remplissage important ou pas, que le gestionnaire gagne sa vie, sur la reconduction du bail, etc. En fait, vous allez anticiper toutes ces objections, ça vous permettra de ne pas les avoir à la fin de votre premier rendez-vous, de votre deuxième rendez-vous. Un statut fiable.
faut savoir que le LMNP, la première fois qu'on a évoqué la notion de loueur meublé non professionnel, c'était en 1862, sous Napoléon III, où vous avez la Cour de cassation à l'époque qui avait rendu un arrêt expliquant le fait que de louer un bien immobilier meublé était d'un point de vue juridique une activité d'ordre civil et non commercial. Donc c'est un statut qui date depuis un siècle et demi. Et en fait, en 1949, le législateur français a créé un article dans le Code civil permettant aux propriétaires d'une résidence principale de louer meublé une des pièces de leur résidence principale à des personnes qui étaient en état de précarité du fait de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, le statut juridique de ce statut, il est extrêmement fiable. Et après, au niveau des amortissements comptables, ce sont des règles de comptabilité qui sont appliquées. Des règles de comptabilité qui dépendent des règles IFRS et des règles de comptabilité des normes européennes qui datent de 2006. Donc là, on peut dire qu'on peut s'appuyer sans problème sur ce dispositif. Alors maintenant, au niveau de la découverte client. Alors, il faut, moi je vous assure, si vous voulez faire entre 50 et 100 ventes immobilières dans l'année, il faut connaître sa découverte client comme une récitation. Parce qu'une fois qu'on est débarrassé de ce questionnement, on va pouvoir se concentrer sur les propos que nous tiennent nos prospects ou nos clients. Et ça va nous permettre de collecter des leviers commerciaux. Si vous devez réfléchir à la question que vous allez poser derrière, je vous garantis qu'on n'écoute pas réellement les gens qu'on a en face de nous. La découverte client va vous permettre de collecter des leviers commerciaux. Un levier commercial, c'est quoi? Un levier commercial, c'est une information qu'on va collecter pendant la découverte prospect et sur laquelle on va s'appuyer pour valoriser son dispositif qu'on propose à nos prospects et expliquer en quoi ça répond à leurs besoins. Je vais prendre des cas concrets un petit peu après. Alors, je vous invite pour la découverte prospect ou client de partir sur la partie état civil. Trop souvent, quand on demande à nos prospects pourquoi ils investiraient dans l'immobilier, 8 ou 9 fois sur 10, ils vont vous dire qu'ils veulent réduire leur imposition. Et là, bien en tête, on va commencer à poser des questions sur la partie fiscale. Ce ne sont que des questions qui sont purement alimentaires. Une question alimentaire, c'est en fait, ça me permet de collecter des informations dont j'ai besoin pour répondre, et en fait, apporter une solution fiscale et faire une simulation financière et apporter une solution produit à mes clients. Il va falloir être beaucoup plus malin que ça. Donc, pour éviter effectivement d'aller bien en tête sur la partie fiscale, moi, je vous invite à aller sur la partie état civil où on va prendre une posture de conseiller immobilier. C'est-à-dire qu'on va montrer qu'on est pro sur beaucoup de thématiques autres que la thématique fiscale et on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée à nos prospects ou à nos clients, à les aider sur certaines thématiques comme la protection du conjoint, comme la retraite, comme la transmission de patrimoine, etc. Et on va prendre une posture de conseiller immobilier et on va gagner en crédibilité. On va montrer qu'on est un pro, ça c'est le fond, et sur la forme, on va être bienveillant, on va se faire aimer de nos prospects. Et c'est pour ces raisons-là qu'ils vont nous suivre après dans nos préconisations fiscales et immobilières, parce que là, on aura gagné la partie. Alors, situation familiale. Quand vous abordez la partie état civil, on va bien sûr aborder la partie situation familiale et la protection du conjoint. Si vous tombez sur des gens qui sont concubins ou partenaires de Pacs, il faut leur expliquer que là, il y a des choses à faire pour se protéger mutuellement. Enfant égale transmission du patrimoine. Donc là, effectivement, on va pouvoir aller collecter un levier commercial pour valoriser une offre en LMNP. Je leur expliquer que dans le cas d'une transmission de patrimoine, on n'aura pas, dans le cas de la transmission d'un bien immobilier en LMNP, des frais de mutation réduits ou des frais de donation réduits. On aura par contre la possibilité de transmettre à un enfant un bien immobilier en pleine propriété qui va générer de nouveau des revenus non fiscalisés pendant une longue période et aider réellement nos enfants à un moment où ils en ont besoin. Et là, on va travailler sur l'affectif des gens. Profession égale retraite. Le plus beau levier que vous aurez pour valoriser une offre en LMNP,
c'est la retraite. Là, par contre, il faut monter en compétence sur les régimes sociaux. C'est un travail personnel à faire. Mais par contre, quand vous êtes pertinent et performant sur ce sujet de la retraite, c'est extrêmement facile de valoriser du LMNP derrière. Et la retraite est la résultante d'une carrière professionnelle. Donc, pensez à ça. Vous aurez un superbe levier pour valoriser vos dispositifs LMNP. Et là, en fait, sur cette thématique, sur cette partie état civil, alors moi, j'ai encore une carte immobilière, je rencontre encore des clients. Je vous garantis que je commence toujours par cette partie. Et là, je veux montrer, que je suis professionnel sans forcément balancer tout mon savoir, sinon je vais les perdre aussi. C'est juste des petites touches, des petites doses de compétences qui vont vous faire gagner en crédibilité. Et après, je vais leur donner quelques conseils en étant bienveillant. Ça, c'est pour me faire aimer des gens que je rencontre. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà gagné la partie. Après, une fois que j'ai fait la partie état civil, je glisse sur la partie patrimoine immobilier, pas financier, immobilier. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux, c'est que les prospects et les clients que je rencontre, ils répondent très facilement à mes questions. Pour ça, il y a une chose que je me suis rendu compte dans ma carrière professionnelle, c'est que les gens sont très fiers de ce qu'ils possèdent. Donc, ils en parlent librement. Et pour moi, ça me sert à une chose, cette partie, c'est dis-moi ce que tu possèdes, que je sache qui tu es. Donc, ça va me donner un cadre de référence, investisseur, que j'ai en face de moi. Je vais pouvoir m'appuyer là-dessus. Pour ces deux parties, état civil et patrimonial, dans la forme de vos questions, il est essentiel de poser des questions ouvertes. Je vous garantis que moi, je fais des formations de 2 jours d'ordre commercial sur la façon d'appréhender l'immobilier neuf. 9 questions sur 10 que l'on pose sur des questions fermées. C'est hallucinant. Si on veut donner la parole à nos prospects, à nos clients, et savoir qui ils sont, il faut leur poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes commencent par des mots très précis. Qui, quand, comment, pourquoi, où. La meilleure façon de poser des questions ouvertes, je suis désolé, il n'y a pas de plan B, c'est d'apprendre 2 questions ouvertes par cœur pour chaque thématique que vous allez aborder. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas passer à côté. Donc, on va poser des questions ouvertes. Il faudra après poser des questions alternatives. La question alternative, c'est quand vous avez « ou » dedans. Aujourd'hui, votre objectif, c'est de réduire votre imposition ou de vous générer un complément de revenu non fiscalisé sur une longue période. Le « ou » va vous permettre d'organiser votre réflexion mentale pour aller sur le bon dispositif. On va écrémer toutes les informations qu'on a collectées pendant la découverte. Et ça va vous permettre de faciliter le choix mental de votre dispositif que vous allez proposer après. Et après, on va poser des questions fermées. Les questions fermées, la réponse est oui ou non. Ça ne sert qu'à valider. Vous me confirmez qu'aujourd'hui, votre objectif est effectivement de générer un complément de revenu pour la retraite? Oui, c'est bien ça, je valide. Les questions fermées ne servent qu'à valider. Et 8 fois sur 10, dès le départ, on ne pose quasiment que des questions fermées. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que les gens ne veulent pas nous donner d'informations. Donc, faites bien attention à ça. Questions ouvertes, questions alternatives, questions fermées. Alors, je reviens sur le fond. Partie patrimoniale. Bien sûr, j'évoque le sujet de la résidence principale pour savoir s'ils sont propriétaires. C'est bien de connaître aussi la valeur de cette résidence principale. Parce que si vous tombez sur des gens qui ont une maison de 220 mètres carrés, qu'ils ont acheté il y a 15 ans 230 000 euros, si vous leur proposez un T2 à Lyon de 42 mètres carrés qui vaut 300 000 euros, ils peuvent faire un AVC, méfiez-vous de ça. Donc, il est bien de connaître effectivement la valeur de la résidence principale et de les valoriser, de leur expliquer qu'aujourd'hui, ça vaut certainement beaucoup plus que ce qu'ils ont acheté. Sinon, vous pouvez avoir une problématique derrière en termes de prix au mètre carré. Le patrimoine locatif, essentiel. C'est bien de savoir ce qu'ils ont fait. Sur le plan fiscal, est-ce qu'ils sont en foncier ou est-ce qu'ils sont en meublé? Est-ce qu'ils sont au micro ou est-ce qu'ils sont au réel en termes déclaratifs? Parce que sur ce que vous allez proposer, il y aura des enjeux par rapport à leur système déclaratif de loyer. Donc, vous devez savoir s'ils sont en micro ou s'ils sont en réel. Très important. S'ils sont en bénéfice ou en déficit. Et s'ils sont en déficit, ça va durer jusqu'à quand? S'ils sont en bénéfice, de combien? Comment ils le vivent? Il faut leur faire dire que la pression fiscale sur leurs bénéfices fonciers est insupportable.
Parce qu'une fois qu'ils vous l'ont dit pendant la découverte, vous allez pouvoir valoriser très facilement le fait d'avoir pendant plus de 30 ans des revenus non fiscalisés. Ils vont comprendre tout de suite l'intérêt du dispositif LMNP. La rentabilité de leur patrimoine locatif. Vous devez travailler sur cette thématique. 9 fois sur 10, les gens sont persuadés qu'ils ont 7% ou 6% de rentabilité sur leur patrimoine immobilier. Ils oublient les charges, ils vont oublier la pression fiscale et sociale. Et pourquoi pas l'IFI s'ils ont un gros patrimoine immobilier. D'accord ? Donc, il faut travailler sur la rentabilité de leur patrimoine existant. Si vous ne faites pas ça et vous leur laissez leur cadre de référence à l'esprit de 6 ou 7% sur ce qu'ils ont déjà, quand vous allez leur proposer un bail commercial avec une rentabilité brute de 3,80 et 3% net, ils vont trouver ça ridicule. Vous devez, pendant la découverte, leur montrer effectivement que la rentabilité réelle de leur immobilier aujourd'hui est en dessous de 3%. Sinon, vous allez avoir des problèmes derrière. La gestion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'occupe de la gestion? Si c'est eux, est-ce que c'est énergivore en termes de temps? Si ce n'est pas eux, qui s'en occupe? Quel est le coût de leur parc locatif? Est-ce qu'ils sont satisfaits de leurs prestataires? Et après, il faut finaliser cette thématique par le fait de leur poser la question, dans le cadre d'un nouvel investissement immobilier, comment concevez-vous la gestion locative de ce bien? 9 fois sur 10, ils vont vouloir déléguer. Et quand vous proposerez vos dispositifs LMNP, vous leur expliquez que cette gestion locative, non seulement elle est déléguée, mais qu'en plus, ils n'auront pas un parc locatif à financer tous les ans, ils vont voir tout l'intérêt du bail commercial. Après, on va passer sur des parties lors de la découverte beaucoup plus alimentaires. Donc, c'est des informations que je dois collecter pour ramener une simulation financière et une proposition produit. Mais là, avec toutes les parties qu'on a déjà vues, si on l'a bien réalisé, ça y est, on est passé pour un conseiller immobilier, les gens nous font confiance. Et après, ils vont nous suivre. Les parties financières, donc dans la partie financière, les revenus professionnels et autres, si vous tombez sur un chef d'entreprise, leur demandez s'ils perçoivent des dividendes ou des choses comme ça. Les avoirs qu'ils ont, d'accord? Voir si éventuellement on peut l'utiliser en apport. Et ça permet aussi d'avoir un cadre de référence. Les avoirs financiers vont me permettre d'avoir un profil investisseur. Si vous tombez sur des gens qui ont un portefeuille titre, qui vont avoir des unités de compte dans un contrat d'assurance vie, etc., je me dis, tiens, c'est des gens, ils ont un profil un peu joueur. Ils aiment prendre des risques. Si des fois, vous tombez sur des gens qui n'ont que des livrets, des codes VIP et des fonds en euros sur l'assurance vie, je me dis que c'est des gens qui aiment la sécurité. Et qu'un bail commercial dans le cadre d'un dispositif LMNP peut avoir du sens pour eux. Les encours, pour voir effectivement le taux d'endettement possible, et l'effort d'épargne. Et là, je vous invite toujours à expliquer ce qu'est un effort d'épargne. Si vous leur demandez quel est l'effort d'épargne ou la capacité d'épargne qu'ils peuvent mettre dans leur opération immobilière et que vous ne leur expliquez pas ce que vous leur demandez, il va arriver quelquefois qu'ils entendent remboursement de crédit mensuel. Donc, vous demandez l'effort d'épargne qu'ils veulent consacrer à leur investissement, ils vont vous dire qu'ils veulent mettre 500 € par mois. Et quand, lors du deuxième rendez-vous, vous ramenez une simulation financière, dans les flux de trésorerie, la première chose qu'ils vont voir, remboursement de crédit, 950 €. Et là, il peut y avoir un blocage. Ils vont vous dire, mais moi, je vous avais parlé de 500. Et là, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas compris la question que vous leur avez posée. L'effort d'épargne pour des gens comme nous, c'est extrêmement fluide. On sait ce que c'est. Mais pour des gens qui ne sont pas dans le domaine de l'immobilier, ça ne veut rien dire. La meilleure façon d'éviter la peau de banane du RV2, c'est de leur expliquer exactement la question que vous leur posez. Et pour ça, il va falloir leur expliquer qu'il y a des flux de trésorerie quand on fait une opération immobilière. Il y a des plus, c'est ce qui rentre dans votre poche, et il y a des moins, c'est ce qui va sortir. Avec l'effort d'épargne, c'est la différence entre les plus et les moins. C'est ce que vous devrez mettre dans l'opération immobilière pour l'équilibrer financièrement. Et je vous invite à leur expliquer. Sinon, vous pouvez avoir des surprises. La partie fiscale. Pour terminer, vous voyez, cette partie-là, moi, je termine toujours par ça parce que c'est une partie qui n'est pas extrêmement conviviale, ce n'est pas ludique de parler de l'impôt qu'on paye. Donc, je préfère terminer par cette partie, même s'ils viennent pour de la réduction d'impôt. Je termine systématiquement par la partie fiscale. Je veux déjà prendre une posture de conseiller immobilier avant d'entamer cette partie. Sinon, je vais passer pour un vendeur d'immobilier. Donc, la partie fiscale, bien sûr, l'impôt qu'il paye,
il faut leur poser la question de savoir comment ils perçoivent cette pression fiscale. Ce n'est pas parce que je paye 10 000 euros d'impôt sur le revenu que j'ai envie de défiscaliser. Hein. Il faut leur demander comment ils perçoivent cette pression fiscale. Demandez-leur aussi, ça va vous aider à valoriser le dispositif LMNP, s'ils veulent réduire leur impôt ou éviter l'impôt. C'est une phrase magique pour valoriser du LMNP. Est-ce que vous voulez réduire votre impôt ou est-ce que vous voulez l'éviter? Je vous garantis que 19 fois sur 20, ils ne comprennent pas exactement la question que vous leur posez. Par contre, ça soumet un intérêt. Et donc là, ce que je cherche en fait, c'est une passerelle pour pouvoir valoriser mon dispositif LMNP. C'est que dès quelqu'un qui voulait de la réduction d'impôt, je veux lui expliquer d'avoir un complément de revenu non fiscalisé, c'est aussi de la réduction d'impôt. Et là, je vais leur expliquer simplement, parce que les gens ne comprennent pas. Hein. Ben, je vais leur dire, voilà, éviter l'impôt, ça veut dire quoi? Imaginez-vous que votre employeur vous augmente de 5 000 euros par an et que ces 5 000 euros ne sont pas fiscalisés. Est-ce que vous estimez que c'est de la réduction d'impôt? Et je vous garantis que les gens systématiquement ils vous disent, ben oui, c'est pareil. Et là, j'ai ma passerelle pour proposer du LMNP avec amortissement et des revenus non fiscalisés pour quelqu'un qui, au départ, voulait de la réduction d'impôt. Et enfin, on terminera la découverte sur l'impôt sur la fortune immobilière. On posera des questions là-dessus. Si, bien sûr, dans la partie patrimoine immobilier, vous avez vu qu'il y avait quand même énormément d'immobilier. Vous savez que pour être imposé à l'impôt sur la fortune immobilière, il faut avoir un minima 1,3 million d'actifs nets immobiliers. Donc, c'est inutile de poser la question s'ils ont juste leur résidence principale, évidemment. Donc là, vous avez la trame de toute votre découverte. Alors, on pourrait passer, moi je passe une journée là-dessus, logiquement, mais là, l'idée, c'est d'aller très, très vite. Vous avez au moins le fil conducteur. Et à la fin de cette découverte, vous devez être en capacité de faire un choix mental. Donc ça se passe bien sûr dans votre tête. Sur le bon dispositif fiscal, je vais proposer du LMNP pour répondre à tels objectifs en respectant l'effort d'épargne qu'ils veulent consacrer à cet investissement. LOA, je dois maîtriser en fait mon stock parce que je dois connaître le ticket d'entrée de chaque dispositif pour savoir si j'ai du produit ou pas. Et aussi avoir à l'esprit les leviers commerciaux que je vais pouvoir utiliser pour valoriser mon dispositif LMNP. C'est une sacrée gymnastique. Hein. Et si vous voulez être cohérent par rapport à ça, vous devez connaître le questionnement de votre découverte par cœur. Je vous le garantis. Moi, mes collaborateurs, je leur faisais apprendre par cœur. Sinon, c'est extrêmement complexe d'être pertinent. Alors, maintenant, pour finir, on va voir la présentation commerciale du LMNP. Alors là, en fait, ce que j'ai fait pour cette présentation, je voulais écrire le discours, c'était beaucoup plus simple. Là, bien sûr, ça peut paraître important, simplement, l'idée, c'est qu'il vous reste une trace. Et après, j'ai une synthèse sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Moi, systématiquement, je prends une feuille blanche et c'est cette synthèse que j'écris. J'écris tous les points forts de mon dispositif LMNP devant mes clients. Je crée quelque chose, comme si c'était pour eux. Je fais du sur-mesure. Les gens ont de l'argent que s'ils ont l'impression que c'est réellement fait pour eux. Par contre, là, je vous ai écrit tout le discours commercial qui va avec cette synthèse. Alors, première chose, systématiquement, quand je présente, donc j'ai fait ma découverte, j'ai fait dans mon esprit le choix mental de ma proposition fiscale que je veux présenter. Avant de passer sur la présentation du dispositif que je vais présenter à mes prospects ou à mes clients, je fais bien sûr une synthèse. Une découverte, ça dure entre 25 minutes et 45 minutes selon le profil client ou prospect que vous avez. Plus ils ont de patrimoine, plus ça va durer longtemps. Passer ce délai, je vous garantis que les gens, ils sont un petit peu perdus. Il faut faire une synthèse. La synthèse, elle dure 1 minute. On se met d'accord. C'est un cahier des charges, la synthèse, auquel vous devez répondre pour faire affaire au 2e ou 3e rendez-vous avec vos prospects ou avec vos clients. Donc, je me mets d'accord sur des besoins auxquels je dois répondre, sur l'effort d'épargne qu'ils veulent consacrer à leur opération immobilière. Et là, je valide chaque point. Quand on valide, on prend des engagements moraux. Et ça, il faut poser à ce moment-là des questions fermées. Est-ce que je vous ai bien compris? Est-ce qu'on est en cohérence?
Est-ce que c'est bien ce que vous recherchez? Est-ce que c'est bien l'effort d'épargne que vous voulez consacrer à votre investissement immobilier? Je valide chaque point. D'accord? Et une fois que j'ai fait cette synthèse, ce que je vous propose maintenant, je pense mieux vous connaître, mais ce que je vais faire, je vais vous présenter le dispositif de la location meublée non professionnelle. Et vous me direz bien sûr si je suis dans le vrai. Alors, là, je présente commercialement mon dispositif LMNP. Ça, vous pouvez le faire en RV1 ou en début de RV2. Personnellement, moi, je le fais en fin de RV1, déjà parce que les gens, ils sont en attente de matière, et puis aussi pour gagner un peu de temps. Parce que je veux faire valider mon dispositif, et je vais prendre un engagement moral à la fin de mon dispositif pour que les gens me disent « oui, c'est fait pour nous », de façon à préparer mon deuxième rendez-vous avec une simulation financière et une proposition produit. Donc, je présente commercialement mon LMNP, je parle toujours de 1862. Pourquoi je fais ça? Plus c'est vieux, plus ça rassure. Un statut qui existe depuis un siècle et demi, vous n'aurez pas derrière l'objection « mais si demain le LMNP n'existe plus ». Donc, j'anticipe cette objection par la date que je vais donner au départ de ma présentation fiscale. Donc déjà, j'explique que ça existe depuis 1862. Et là, il faut toujours partir d'un exemple chiffré. Je vous garantis, quel que soit le dispositif que vous présentez, que vous soyez sur du LMNP, que vous soyez sur du Pinel, du Malraux, du MH, du démembrement, tout ce que vous voulez, partez d'un exemple chiffré. Parce qu'un exemple chiffré, c'est factuel. Les gens, ils vont comprendre ce que vous leur expliquez. Si vous restez que sur des pourcentages d'un montant d'investissement, pour les gens, ça ne veut rien dire. Vous allez les perdre tout de suite. Donc, partez d'un exemple chiffré. Ce que je vous invite à faire, c'est de partir toujours du même exemple. Soit vous partez en meublé sur 100 000, soit sur 200 000 euros. Et vous réajustez en fait les montants. Donc, pour un investissement immobilier de 100 000 euros, plus 4 000 euros de mobilier TTC, le premier avantage, donc là, je vous ai écrit tout le discours. Après, je vous ai mis un slide de synthèse. Le premier avantage du dispositif LMNP, c'est que la valeur du bien sur l'acte authentique que vous allez signer chez le notaire est de 100 000 euros TTC. Vous allez le financer sur une base hors taxe, soit 83 612 euros. Cet avantage est généré par le fait que la résidence entre dans une charte de qualité définie par le législateur français. Pourquoi je parle de charte de qualité? Parce que ça va faire passer le prix au mètre carré. On sait que le géré est toujours un petit peu plus cher à cause des services. Donc là, je valorise mon bien, ma proposition immobilière pour expliquer que ça va être un petit peu plus cher. Le gain de la TVA est de 16 388 euros et cet avantage est complètement acquis la 20e année. Nous sommes donc sur un investissement long terme. Je vous invite à vendre du LMNP sur une longue période, sachant que je vous rappelle que le LMNP est attractif fiscalement pendant une trentaine d'années, si on est sur du LMNP avec amortissement. Donc, je vous invite à vendre ce dispositif sur une longue période. C'est pour moi du fonds de portefeuille immobilier, le LMNP. Et là, derrière, je pose une question. Le saviez-vous? Qu'en pensez-vous? Je vais faire valider en fait chaque argument. Deuxième avantage, vous allez louer votre appartement meublé à un exploitant qui sera votre seul locataire et qui vous garantit des loyers qui seront des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux de la location meublée, dans le cadre d'un bail commercial de 9 à 11 ans. Cet exploitant fera ensuite de la sous-location à des étudiants ou des seniors que vous ne rencontrerez jamais. Là, je suis en train de leur expliquer qu'ils vont déléguer complètement la gestion, qu'ils vont se débarrasser de ça et s'occupent ainsi de la gestion de votre appartement. Et là, je vais utiliser un levier commercial si j'ai pu le collecter pendant la découverte, s'ils ont rencontré des problèmes locatifs. En comparaison des désagréments que vous avez rencontrés avec votre appartement de Lyon sur le plan locatif, est-ce que c'est rassurant d'avoir alors un locataire de la taille de Studéa, par exemple, si vous vendez de la résidence étudiante Nexity, est-ce rassurant d'avoir un locataire de la taille de Studéa? Studéa, c'est l'exploitant en résidence étudiante de Nexity qui pèse 560 millions d'euros de fonds propres. Est-ce que ça vous rassure? Et là, je vais prendre un engagement moral.
Je vais faire valider ce point-là. Est-ce que des loyers garantis sur une longue période répondent à votre besoin de sécurité? Et je valide aussi ce point-là. La rentabilité locative va selon les programmes de 3,6 à 4,2%, ce qui est largement supérieur aux rentabilités que vous pouvez obtenir sur des placements financiers sécurisés. Ce taux s'applique sur la valeur hors taxe de l'immobilier, ce qui pour un appartement de 100 000 euros TTC représente au minimum 3 010 euros de loyer annuel. Là, je mets 83 612 euros, c'est mon montant hors taxe d'investissement immobilier multiplié par 3,6% de rentabilité. Vous n'avez pas de PAC locatif à financer. Il est juste essentiel de travailler avec des exploitants solides financièrement et expérimentés pour assurer le remplissage des résidences. C'est pour cela que nous sélectionnons les exploitants leaders de leur marché respectif. Et vous pouvez faire confiance à Otari pour qu'ils soient dans ce cahier des charges avec leurs exploitants. De plus, il est prévu dans le bail commercial l'application d'un indice permettant l'augmentation des loyers afin que ceux-ci suivent l'inflation et vous protègent de l'érosion monétaire. Le 3,8% que je vous garantis aujourd'hui, il va perdurer dans le temps grâce à effectivement cet indice qui s'appelle l'indice IRL. Est-ce que cela vous rassure de travailler avec le leader des résidences étudiantes ou seniors ou ce que vous voulez? Est-ce que le fait que l'exploitant prenne à sa charge la gestion de votre appartement répond à votre objectif de tranquillité? Vous faites valider ces points-là. Plus vous faites valider, plus il sera difficile pour vos prospects ou clients de se désengager lors du 2RV2 ou du RV3. Là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez une succession d'engagements moraux. Le commerce, c'est très psychologique. Troisième avantage, les loyers que vous percevez seront, si vous faites appel à un crédit, complètement défiscalisés pendant près de 30 ans pour une durée de crédit de 15 ans et pendant 35 ans pour une durée de crédit de 20 ans. Alors, on ne peut pas être effectivement à l'année près parce que ça va dépendre forcément du taux du crédit, des charges inhérentes à l'investissement, etc. Donc là, on peut pas, on est obligé de partir sur des fourchettes. Mais on est à peu près dans les clous à 2 ans près. Et là, je donne un peu d'explication. Tout ça est verbal, évidemment. D'où l'importance de l'apprendre par cœur. En effet, la location meublée non professionnelle permet d'amortir comptablement l'appartement et le mobilier acquis. Ces amortissements qui ne vous coûtent rien, puisque c'est un jeu d'écriture comptable, c'est une charge comptable, mais en trésorerie, ça ne vous coûte rien, sont déductibles tous les ans de vos loyers après les charges courantes et permettent de ramener votre bénéfice meublé à zéro dans le compte d'exploitation de votre bien immobilier. Les amortissements non utilisés sont stockés et reportés sans limite de temps et utilisés quand on en aura besoin. Et vous en aurez besoin quand vous serez en bénéfice meublé non professionnel futur. Et là, je vous ramènerai bien sûr une simulation et vous saurez à l'euro près ce que va vous coûter cette opération et pendant combien d'années les revenus sont non fiscalisés. Cela permet de vous créer un complément de revenus non fiscalisés pendant une très longue période et représente la solution idéale pour répondre à vos objectifs retraite. Et là, j'utilise le levier commercial que j'ai pu collecter dans la partie état civil si j'ai abordé le sujet de la retraite. Cela vous apportera X euros par mois de complément de revenu retraite et comblera en partie les X euros de perte que vous aurez lors de votre départ en retraite. Là, évidemment, il faut être un peu en zone de confort sur les régimes sociaux. Le dispositif LMNP permet d'éviter une pression fiscale très importante sur les loyers, comme c'est le cas sur votre bien immobilier que vous possédez à Lyon en revenu foncier. Vous m'avez dit tout à l'heure que la pression fiscale et sociale sur votre bénéfice foncier vous était insupportable. Là, aujourd'hui, ce que je vous propose, vous n'aurez plus ce problème-là pendant une trentaine d'années. La rentabilité nette d'un investissement meublé est très souvent supérieure à un investissement en foncier. Que pensez-vous de ce dispositif fiscal ? Je valide, je prends un engagement moral. Est-ce qu'il répond à votre besoin de complément de revenu retraite ? Quatrième avantage, vous avez évoqué l'idée de pouvoir aider le plus favorablement possible vos enfants dans le futur. Alors, le levier de la transmission de patrimoine, bien sûr, on va l'évoquer que si les gens ont un certain âge. Avant 45 ans, les gens sont en phase de constitution de patrimoine, ils ne font pas forcément à le transmettre. Passé 45 ans, ça ne mange pas de pain d'aller poser une question, de savoir s'ils ont déjà pensé à transmettre une partie de leur patrimoine pour en réduire le coût.
La phrase magique, ce n'est pas de leur demander s'ils ont déjà pensé à transmettre leur patrimoine. C'est penser à transmettre leur patrimoine pour en réduire le coût. Qui ne veut pas faire d'économie dans la vie? Si vous leur posez cette question-là, ils vont être sensibilisés, ils vont vouloir avoir de l'information supplémentaire. Et là, vous allez pouvoir éventuellement collecter un levier commercial que vous pourrez évoquer lors de la présentation de votre dispositif fiscal. Donc, vous avez évoqué l'idée de pouvoir aider le plus favorablement possible vos enfants dans le futur. Comme on vient de le voir, le fait de louer votre appartement en meublé vous permet de défiscaliser en totalité vos revenus locatifs qui vous serviront de complément de revenus retraite. Vous pourrez ensuite transmettre, dans le cadre d'une donation, ce bien immobilier en pleine propriété et permettre à un ou vos enfants de bénéficier du même avantage et ainsi leur apporter une réelle valeur ajoutée sur le plan financier, puisque le compteur des amortissements dont vous avez bénéficié va être remis à zéro. Changement de propriétaire, à titre gratuit dans le cas d'une donation, les amortissements repartent à zéro et l'enfant qui a bénéficié de la donation va pouvoir réamortir le bien immobilier au premier euro sur la base de valeur de donation. Dans le cas d'une revente d'un bien immobilier en LMNP, le nouveau propriétaire va pouvoir aussi amortir comptablement l'immobilier sur la valeur d'acquisition. C'est pareil. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela répond en partie à votre objectif de transmission? Donc là, on est d'accord, on ne va pas réduire les frais de mutation ou de donation. On va bonifier la transmission de ce bien immobilier pour les enfants. Et là, on va toucher sur la corde sensible. Les enfants, 9 fois sur 10, pour les parents, on va jouer sur l'affect. Cinquième et dernier avantage, les charges sont indiquées dans le bail commercial que vous allez signer avec l'exploitant, ce qui évite tout dérapage. Elles sont de l'ordre de X euros, là ça dépend des produits et des exploitants avec lesquels vous travaillez. Concernant les charges de l'article 605 et 616 du Code civil, je vous rappelle que les 606 du Code civil, c'est les gros travaux de réparation. Le 605, c'est les charges locatives, pour faire simple. Elles sont à votre charge car vous êtes propriétaire. Celles-ci sont votées en AG par les copropriétaires et vous serez convoqué tous les ans à cet AG. Pourquoi je leur explique ça? Parce que vous pouvez avoir des propriétaires qui pensent que quand on rentre dans un immobilier en géré, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. En gros, on n'a rien à dire, on est main et poings liés à un exploitant qui fera ce qu'il voudra. Le fait de leur expliquer que tous les ans, il y a une assemblée générale et en tant que copropriétaire, ils seront convoqués à l'AG, c'est leur dire que vous avez du pouvoir. Je vous rassure, il ne se passe rien avant minimum 15 ans. Cela dit, lorsque vous aurez des travaux de rénovation, ce qui est déjà le cas aussi sur l'immobilier plus classique, ça participe à la protection et à la valorisation de votre patrimoine. Les parties d'exploitation appartiennent à l'exploitant. Vous ne serez donc en rien sollicité pour les travaux les concernant. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que le bail commercial répond à votre besoin de sécurité en termes de charges maîtrisées? Et là, je prends un engagement moral. Et enfin, d'un point de vue commercial, je résume les avantages d'une proposition d'investissement en LMNP. Donc, en fait, ça, c'est un peu ce que j'écris en direct à mes clients. Je prends une feuille blanche et j'ai écrit, en fait, tous les arguments. Et ce que je viens de vous déployer, en fait, c'est en fait le discours oral qui va avec ça. Donc, 1, vous financez la valeur hors taxe du bien immobilier et récupérez la valeur de la TVA, ce qui représente 20% de moins à financer. Dans le cadre d'un bail commercial, vous bénéficiez d'une garantie locative de X euros, sachant que votre locataire est un exploitant solide financièrement. Les loyers perçus seront non fiscalisés grâce au statut du LMNP, avec amortissement évidemment, pendant une période d'environ 30 ans, selon la durée et le taux du crédit. La gestion locative est réalisée par l'exploitant, ce qui vous évite de vous en occuper et de financer un parc locatif. Les charges inhérentes à l'appartement sont maîtrisées et celles relatives aux parties exploitation à la charge de l'exploitant. Dans le cadre de la transmission du bien immobilier, votre ou vos enfants vont bénéficier du même avantage fiscal que vous concernant la pression fiscale sur les loyers perçus.
Qu'en pensez-vous? Et là, il faut faire valider le dispositif. Est-ce qu'une proposition à l'MNP répond à vos objectifs de gain fiscal, de création de patrimoine, de complément de retraite, d'absence de soucis de gestion, etc. Vous devez, à la fin du RV1, faire valider votre dispositif fiscal. Sinon, vous allez construire votre RV2 sur du sable. Une fois que j'ai pris un engagement moral sur cette partie-là, je sais que je peux travailler. Et pour finir, présentation de l'offre produit. Donc, si j'ai fait valider mon dispositif, après, je vais présenter l'offre produit, mais pas, je ne vais pas sortir des plaquettes commerciales. J'ai une posture de conseiller immobilier, je la garde. Je vais juste préparer mon deuxième rendez-vous et savoir sur quelle typologie de produit je peux travailler. Donc, en termes d'actifs immobiliers, nous avons la possibilité, en dispositif Censi-Bouvard ou LMNP traditionnel, de travailler en résidence senior ou résidence étudiante. Si vous avez des produits en tourisme, vous les rajoutez, en EHPAD aussi. Avez-vous une appétence pour un concept plutôt que l'autre? Je ne suis pas obligé de prendre toutes les décisions pour mes clients. Hein. Peut-être qu'ils m'ont percuté sur la résidence étudiante parce qu'ils ont des enfants qui ont 17-18 ans, ou plus sur de la RSS parce qu'ils ont des parents qui ont 70 ans et qui sont sensibles à ce type d'immobilier. On ne sait pas ce qui se passe. La meilleure façon, c'est de poser la question. Par contre, vous ne faites l'alternative que s'ils ont les moyens de se financer soit de la résidence étudiante, soit de la résidence service senior. Hein. La résidence service senior, vous n'aurez pas de produit à moins de 150 000 euros. Hein. En résidence étudiante, vous pouvez rentrer sur des produits à 70 000 euros hors taxe. Donc, on ne fait l'alternative produit que s'ils ont les moyens de se payer les deux. Hein. S'ils vous disent, moi, je peux mettre 200 euros d'effort d'épargne, ce n'est pas la peine de parler du produit en RSS, ils ne pourront pas le financer. Donc, si oui, pour quelle raison? En RSS ou en résidence étudiante, nous avons des programmes à tel ou tel endroit. Et là, il faut leur expliquer que ça sera forcément du délocalisé. Ils ne vont pas avoir une résidence étudiante dans leur rue, hein, sachant qu'il faut se déconnecter du lieu d'investissement. La priorité de cette typologie de programme immobilier est qu'ils répondent à un besoin locatif et que le gestionnaire soit un acteur majeur du secteur. Ce que notre comité de validation produit vérifie toujours. Qu'en pensez-vous? Et là, on va donner des chiffres pour montrer que le produit répond à un besoin sociétal. Concernant les résidences étudiantes, vous avez 2,6 millions d'étudiants en France, dont 1 560 000 étudiants qui font leurs études en dehors du domicile parental. Donc, ils doivent se loger. Ça, c'est la demande potentielle. Au niveau de l'offre, vous avez 159 000 chambres de Crous en secteur public et 200 000 en secteur privé. D'un côté, j'ai 1 560 000 étudiants à loger, de l'autre côté, j'ai 359 000 biens immobiliers dédiés à la location des étudiants. Pensez-vous que le programme immobilier que je vous proposerai en deuxième rendez-vous répond à un besoin sociétal? Et évidemment, les gens ne peuvent pas vous dire non. Et là, vous allez donner du sens à votre offre immobilière. On va faire pareil si vous êtes sur de la résidence service senior. Je vous rappelle que la différence entre la résidence service senior et la résidence l'EHPAD, c'est que dans les EHPAD, vous avez des structures sanitaires, du personnel soignant. En résidence service senior, ce sont pour les seniors qui sont valides. Aujourd'hui, il y a 5 500 000 seniors qui ont plus de 75 ans. Il y en aura près de 9 millions en 2040. Aujourd'hui, on a une offre pour les seniors qu'en secteur privé, en RSS, de 80 000 logements. Donc, il y a tout à faire pour répondre à ce besoin sociétal. Une fois encore, vous donnez ces chiffres que vous devez connaître par cœur. Le commerce, c'est une récitation. Et après, on va s'adapter au client. Mais à la base, il faut connaître son processus commercial par cœur, son questionnement par cœur et la présentation de son dispositif fiscal par cœur. Voilà, tout bêtement. Dans les deux cas, le programme doit répondre à un cahier des charges précis en termes de situation géographique, d'environnement, de services et répondre à un réel besoin locatif. C'est pourquoi nous ne travaillons qu'avec les leaders de chaque secteur afin de pérenniser votre investissement. Voilà. Et ça, c'est la fin de mon RV1. Voilà, messieurs, dames, j'ai terminé. Donc, j'ai essayé d'être le plus concis possible. On aurait pu passer, bien sûr, une journée là-dessus. Écoute, merci Fabrice.
Bravo, c'était très complet, très précis, très détaillé. J'imagine que nos participants ont apprécié tous ces détails et effectivement, je te propose qu'on passe à une petite séance de questions-réponses. Alors, j'en ai noté quelques-unes déjà que je vais te poser. Lydia qui nous demande, alors, quand tu parlais des points forts du LMNP, concernant le remboursement de la TVA, est-ce que ça concerne l'amortissement également? L'amortissement, il faut savoir que du moment qu'on récupère la TVA, on ne peut pas partir, on ne peut pas amortir quelque chose qu'on n'a pas financé. Donc, si vous êtes sur un bien de 120 000 euros TTC, vous allez le financer 100 000 euros hors taxe. Ben, la base d'amortissement, c'est 100 000 euros hors taxe. Donc, on enlève la TVA et sur ces 100 000 euros, on va enlever 15% de la valeur du terrain. Parce qu'en droit français, le foncier ne se déprécie pas, donc ne s'amortit pas. Donc, 100 000 euros hors taxe, moins 15%, on amortira une base de 85 000 euros. Et cette base, on va l'amortir pendant 30 ans sur une base de 3,33%. Donc, si je prends une calculatrice, je suis à 85 000 euros à amortir, multiplié par 3,33%. Je vais arriver à 2 830 euros d'amortissement comptable sur l'immobilier, auquel je vais rajouter l'amortissement du mobilier à hauteur de 10%. Et cette somme globale va venir en déduction de mes loyers. Sauf que le gros avantage, c'est que ces amortissements en trésorerie ne me coûtent rien. D'accord. Ok, moi je pense que ça répond parfaitement à la question de Lydia. On a une autre question qui concernait plutôt dans le cas d'une donation. Michel nous pose la question, dans le cas d'une donation, est-ce que nous sommes limités à 100 000 euros aussi tous les 10 ans? Complètement. C'est le régime de droit commun qui s'applique. C'est tous les 15 ans, vous pouvez transmettre 100 000 euros par parent selon le régime matrimonial, tous les 15 ans. Si vous avez un bien immobilier en LMNP, c'est comme si vous avez un bien en foncier. Ça se traite de la même façon dans le domaine de la transmission du patrimoine. Ok. On a Stéphane qui nous posait une question. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, ou en tout cas, je lis tout simplement son commentaire. Bonjour, évoquez simplement l'impact fiscal d'un décès qui, en mode LMNP, pas en Censi-Bouvard, avec un crédit assuré en décès, génère un bénéfice exceptionnel taxable à l'impôt sur le revenu l'année du décès et peut-être une CEHR. Alors, CEHR, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, hein, c'est ça, hein? Donc, je ne sais pas si c'était une question ou une affirmation. Est-ce que tu as Alors, un commentaire à faire là-dessus? Alors effectivement, c'est Stéphane, c'est ça? C'est ça. Alors Stéphane a raison, effectivement, du moment, imaginez, vous vendez un bien immobilier, l'année suivant la livraison, vos clients ont emprunté 100 000 euros. Malheureusement, il y a un décès. Ce qui va se passer, c'est que l'assurance décès va jouer. Et derrière, ce montant qui va être perçu par les héritiers sera un revenu exceptionnel. Et sera traité comme tel. C'est-à-dire que c'est comme si votre statut LMNP sur l'année en cours avait généré un revenu locatif supplémentaire de 100 000 euros, par exemple. C'est le montant remboursé par l'assurance. Et ça sera traité comme un revenu exceptionnel. C'est pour ça que moi, quand j'ai des gens qui font du LMNP, je fais de la prévoyance sur de la prévoyance. C'est-à-dire que je me fais l'avocat du diable, je leur dis, voilà, vous empruntez 100 000 euros, c'est la valeur hors taxe du bien immobilier. Les enjeux pour vous en cas de décès. Mon devoir, c'est un devoir de conseil. Je vais vous protéger complètement. C'est-à-dire que vous, comme vous êtes imposé à 30% de tranche marginale d'imposition, plus 17,2% de pression sociale, on va dire 50%, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire une assurance décès de la moitié de l'emprunt qui vous servira si malheureusement le pire arrivait. Et je vais faire de la prévoyance ou de la prévoyance, sachant que généralement, le coût de cette assurance en prévoyance est relativement faible. Donc oui, Stéphane a raison, c'est vrai. D'accord, très bien. J'ai Cédric qui nous pose la question suivante. Quels arguments pour rassurer un client qui s'interrogerait sur la valeur du bien dans l'éventualité d'une revente? D'où l'intérêt d'avoir toujours une approche patrimoniale de ce qu'on achète, même en géré. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des gens qui se sont pris des casseroles sur de la résidence de tourisme il y a une dizaine d'années parce que, alors c'est vrai que la loi de Messine a fait du mal, mais parce qu'ils achetaient dans des endroits où le potentiel touristique n'était pas exceptionnel.
J'ai eu la chance d'être cadre dirigeant chez Pré Vacances dans les belles années pendant 12 ans où on a vendu des produits à la mer ou à la montagne qui étaient exceptionnels. Les gens qui ont acheté dans ces endroits-là, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas à se plaindre de ce qu'ils ont fait. Si vous avez une approche purement financière ou purement fiscale, là, ça peut être problématique. D'où l'importance de travailler avec des gros faiseurs et de voir l'environnement de la résidence qu'on vous propose. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur des sociétés qui valident les bons opérateurs et les bons produits immobiliers. Il faut que votre produit ait du sens. Si c'est de la résidence étudiante, de la résidence service senior ou de l'EHPAD, il faut qu'il ait du sens sociétal. Si c'est de la résidence de tourisme, il faut qu'il ait du sens touristique. Si c'est de la résidence à faire, il faut qu'il ait du sens économique et qu'on va pouvoir remplir la résidence. Il faut vraiment, effectivement, être sûr que l'exploitant va gagner sa vie. Parce qu'un bon produit en géré, c'est un produit où l'exploitant gagne sa vie. Aujourd'hui, on a moins de problématiques qu'il y a une quinzaine d'années, tout simplement parce que les taux de rentabilité qui sont donnés sur le dispositif LMNP n'ont plus rien à voir, dans le cadre du bail commercial, de ce qu'on faisait il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, c'est l'exploitant qui est maître du jeu. Il dit, moi, sur cette résidence, je vous donne 600 000 € de loyer. Ça correspond à la rentabilité que ça donnera. Si on a 3,6, on a 3,6. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le commercialisateur va faire avec ce qu'on lui donne. Il y a 15-20 ans, le commercialisateur, il disait, moi, pour vendre le produit, par exemple, en résidence de tourisme à tel endroit, j'ai besoin de 5,5 de rentabilité. L'exploitant, il s'est engagé sur un montant de loyer qui, malheureusement, parfois, il n'a pas pu tenir. Et là, on a commencé à connaître des problèmes. Aujourd'hui, je pense que vu les produits qui sortent, vu les rentabilités données, je pense qu'on est à l'abri de ça. Parce que la valeur de votre bien immobilier lors de la revente en géré dépend beaucoup de la rentabilité de ce bien immobilier. Ok. On sait que pour vendre de l'ancien, il faut être à 4% de rentabilité pour que ça se revende. D'accord. Voilà. Ok. Une question de Mathieu. Est-ce que si l'on revend avant 20 ans, on doit forcément rembourser en partie la TVA, et même si on revend avec le bail commercial? Non, parce qu'en fait, si vous revendez à un nouvel acquéreur qui conserve le bail commercial en cours ou qui re-signe le bail avec l'exploitant, là, en fait, il va bénéficier du reliquat d'avantage fiscal que vous avez. Donc, en fait, le reliquat de TVA sera neutralisé chez le notaire. Vous devrez rembourser une quote-part de TVA que si vous vendez à quelqu'un qui ne re-signe pas un bail commercial avec l'exploitant, ou si vous êtes en résidence de tourisme, quelqu'un qui conserve bien en résidence secondaire, ou alors, par exemple, si vous vendez de la résidence service senior à des seniors qui décident d'y habiter en résidence principale, là, vous devriez rembourser effectivement une quote-part de TVA. C'est la notion de bail commercial qui perdure qui fait que vous remboursez ou pas la quote-part de TVA. Passé 20 ans, vous êtes débarrassé du problème. C'est pour ça qu'il vaut mieux plutôt le proposer sur 20 ans, comme ça vous êtes tranquille. Ok. Après, j'ai deux dernières petites questions. Alors, une question qui était plutôt sur les risques du dispositif et qui se rejoint un petit peu, ça peut faire partie d'un risque peut-être. Quels arguments en cas de défaillance du gestionnaire? Bon, les deux questions ne sont pas forcément liées, mais presque. Alors, la première, c'était quoi, Stéphane? Les risques du dispositif, et on a aussi une question de Florent qui nous, je ne sais pas si c'est un risque, en tout cas, quels arguments on peut présenter à l'investisseur en cas de défaillance du gestionnaire, pardon. Si vous voulez, les risques du dispositif, au niveau du LMNP, ce sont des règles de comptabilité qui s'appliquent. Donc là, c'est des règles de comptabilité européennes. Je peux vous dire que par rapport aux amortissements, vous n'avez aucun souci à vous faire. Le statut, il est fiable, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le risque d'un investissement LMNP dépend de la qualité du gestionnaire. C'est pour ça qu'il faut travailler avec les gros opérateurs qui ont des fonds propres colossaux. S'il y a une année un peu compliquée, ils auront les moyens de financer cette année compliquée. Donc, il faut travailler avec des gros acteurs majeurs, quel que soit l'actif immobilier dans lequel vous emmenez vos clients. Et puis après, il faut que ce soit des gens qui sont en capacité de remplir les résidences. Donc, ça veut dire qu'il faut, en fait, un bon produit en géré, c'est un produit où l'exploitant gagne de l'argent. Tout simplement parce que s'il gagne de l'argent, il aura tout intérêt à renouveler les baux commerciaux avec les copropriétaires et à leur proposer une rentabilité cohérente. Parce que grâce à chaque appartement, l'exploitant va gagner de l'argent. Donc, un bon produit ingéré, c'est un produit qui dégage de la marge pour l'exploitant. Et il vaut mieux avoir un locataire riche dans nos murs que pauvre, je vous le dis. C'est sûr. Alors, dernière question. Après, s'il y a d'autres questions, on laissera peut-être
nos coordonnées, mais une dernière question d'Emery qui est la suivante. Comment peut-on qualifier l'investissement comme un rempart contre l'inflation, alors même que le bail commercial rédige un indice plafond de l'IRL plafonné qui sera inférieur à l'inflation d'ici quelques mois? Ah ben là, il n'y a pas de solution. On n'est pas au-dessus de ça. Donc là, éventuellement, la meilleure façon, c'est de ne pas valoriser cet argument parce qu'effectivement, jusqu'à l'année dernière, il tenait la route. Cette année, l'inflation, logiquement, elle devrait rebaisser de nouveau au dernier trimestre, c'est ce qu'ils annoncent en tous les cas. Après, on verra. Cela dit, là, j'ai pas d'arguments commerciaux parce que ça serait mentir. Il ne faut pas mentir aux gens, donc j'en ai pas. Je vous propose de nous en arrêter là, puisque du coup, on est resté 1 heure et demie ensemble sur cette thématique qui était fort intéressante et qui a répondu sans nul doute à pas mal de questions, pas mal d'interrogations que pouvaient avoir nos invités. Je vous précise qu'en fait, vous allez recevoir, une fois que le webinaire sera terminé, le replay. Du coup, Fabrice, que tu souhaites qu'on envoie la présentation? Tu souhaites que je puisse transmettre tes coordonnées aussi si quelqu'un a des besoins de précision, des besoins de formation, qui puisse faire appel à toi? Est-ce que Ah, si tu veux, moi, ce que je vais faire, je vais envoyer la présentation en format PDF. Je vais te l'envoyer, Stéphane, puis après, ouais, je te puis laisse après, du gérer coup, ça. je ferai le Après, lien, effectivement, on fait comme ça. après les questions, pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de Bien sûr. monde. Je ferai le Donc, relais de tout. Dans tous les cas, je ferai le voilà, relais. Pas de souci. éventuellement, à la limite, passer peut-être par Otari, mais c'est vrai Tout à fait. qu'en direct comme ça, c'est malheureusement un peu compliqué, j'en suis Bien sûr, bien désolé. sûr. Mais Bon, je vois trop de monde, je vois trop de monde dans l'année. Ouais. je vous laisse du coup mes coordonnées. Du coup, n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin de précision, si vous avez besoin qu'on relaie aussi des informations. Donc, vous allez avoir le replay, pardon, la présentation. Et puis, si vous avez besoin d'une démonstration de précision sur Rotary, n'hésitez pas aussi à nous revenir. Et puis, on se fera plaisir de vous présenter nos prochaines formations aussi qui vont bientôt être dévoilées sur Rotary. Merci à toi, Fabrice, en tout cas, c'était encore une Merci à fois vous de votre écoute. très, très intéressant. Merci à tous d'être revenus. Vous étiez très nombreux à participer aujourd'hui, donc ça fait plaisir d'avoir autant de monde et des gens en tout cas qui sont restés jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était un super webinaire. À très bientôt. On vous indiquera aussi les prochains événements. Merci encore Fabrice et puis bonne journée à tous. Bonne journée à tous, bon courage.